Lyudmila, pouvez-vous vous présenter votre âge, où vous vivez et votre profession? J'ai 45 ans. Je vis en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne. Je travaille à l'école comme seconde enseignante pour les enfants ukrainiens. Ils ont organisé des classes. Ils ont organisé cette possibilité en Allemagne pour intégrer les enfants ukrainiens où ils étudient seulement la langue. Et donc je travaille dans cette classe. Ah, d'accord. C'est une classe seulement pour les enfants ukrainiens? Oui, oui. Qui vivent en Allemagne. Qui sont venus ici en Allemagne à cause de la guerre. Et ils étudient seulement la langue. Pas d'autre sujet que la langue allemande. Ah, c'est avant qu'ils aillent dans les classes spécialisées. Non, on est dans une école publique. Ils ont leurs cours. Ils ont 2 cours habituels qui sont dans la classe et 2 cours simplement en allemand. Donc vous êtes parti en Allemagne à cause de la guerre? Oui, 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 oui. Et pourquoi avez-vous choisi l'Allemagne et non pas un autre pays? Je n'ai pas choisi l'Allemagne. Je ne savais même pas où je partais. Le plus loin possible. La Belgique, la France, peu importe. Quand on est arrivé à Berlin, j'avais fait une annonce pour partir au Canada, parce qu'il y avait des possibilités pour les Ukrainiens de partir au Canada, des billets. Donc j'avais fait une demande à l'ambassade, parce que moi, on était dans les pays occupés par les Russes avec les enfants. Et je ne veux plus jamais revivre ça dans ma vie. Dans quelle ville vous étiez? À Tchernigov, qui était dans le territoire russe, occupé par les Russes. Ah, il y avait les Russes, oui. Et quand on est parti de Tchernigov, de la ville, on voyait les soldats qui étaient devant nous, les soldats russes. C'est affreux. Et vous avez 2 enfants. Oui, 17 ans et 8 ans. 2 filles. 2 filles. Oui, 2 filles. Donc maintenant, ils sont déjà en Allemagne à l'école. Ils ont déjà appris l'allemand, j'imagine. Oui, ils étudient. La plus jeune s'intègre déjà dans une école normale. Ils l'ont déjà transférée dans l'école normale. D'accord. J'ai déjà eu souvent des entrevues avec des femmes ukrainiennes qui vivent en Allemagne et souvent elles me disent que elles n'aiment pas tellement la culture, la mentalité est très rigide, il y a beaucoup de discipline, tout est formel, beaucoup de formalités, et que c'est difficile de s'adapter pour les Ukrainiens, avec des grandes différences de culture. Oui, c'est vrai, il y a des grandes différences. Pas seulement la mentalité. Si on prend par exemple les personnes précises, c'est la mentalité. Mais si vous prenez tout le système en Allemagne, le système social ou l'école, c'est difficile de comprendre. C'est incompréhensible, on n'est pas habitué, on se sent démuni. Quand les gens arrivent, quand tu trouves des gens, il y a des gens qui vont t'aider, qui vont t'expliquer. Il y a l'Internet aussi, il y a beaucoup d'informations qu'on va chercher sur Internet. On peut s'adapter, c'est possible, dans un nouveau pays, quand tu y vis. Avec la langue, bien sûr, c'est difficile. Parce que vous comprenez, les Ukrainiens
Nous, on parle pas non plus la langue qu'on apprend, la langue officielle avec le lexique. On a un langage plutôt de discussion, on raccourcit des trucs. Et les Allemands, ils font toujours ça. Nous, on est en nord de l'Allemagne, on a étudié la langue, mais je suis venu ici et c'est une langue complètement différente de l'allemand que j'avais appris à l'école. Ils absorbent les mots, ils ne prononcent pas correctement ce que j'avais appris à l'école. Donc je dois tout réapprendre, l'apprentissage. Il faut réapprendre, c'est encore plus difficile que d'apprendre de zéro. Vous comprenez? Peut-être qu'en Autriche, là-bas, ils parlent comme j'ai appris l'allemand, mais je suis dans le nord de l'Allemagne. C'est une langue intéressante, très mélodique, mélodieuse. Alors que celle que la langue que j'avais apprise, c'était beaucoup plus rude. Ici, la langue est assez belle, jolie. Maintenant, notre agence matrimoniale, comment vous avez trouvé notre agence? C'était par hasard ou sur recommandation? Non, c'était complètement par hasard. J'étais en vacances, c'était spontané. J'étais en Espagne en vacances. J'ai pensé, j'ai réfléchi, et en principe, ma vie s'est adaptée. En principe, tout va bien. Et j'aimerais bien partager ce bonheur avec quelqu'un, dans la force des choses. J'y avais pas réfléchi avant. J'ai pensé que c'est possible. Trouver quelque part l'information. Je suis allé sur Internet, j'ai cherché agence matrimoniale et dans la première recherche, il y avait votre agence. Ah, d'accord. Très bien. Et quel genre d'homme vous voyez à côté de vous? Comment il doit être? Avez-vous des critères bien définis? Des critères que vous pensez qui sont importants? Par exemple, avoir des valeurs communes ou faire des activités ensemble, des choses comme ça. Qu'est-ce qui est important pour vous? Pour moi, c'est important quand l'homme est responsable de ses mots et de ses actions. Ça, c'est en première position. Comme mon père, vous savez, avec ma mère, je les regarde, ils sont un peu différents l'un de l'autre, mais mon père, il est très juste. S'il promet quelque chose, alors il le fait toujours. Il fait ce qu'il dit. Et avec le sens de l'humour, vous comprenez? Ça fait plusieurs fois que j'ai rencontré des gens qui n'ont absolument aucun sens de l'humour. Ils ne comprennent pas le monde, la compréhension du monde avec leurs principes. Et ils ne comprennent pas qu'il puisse se passer autre chose que ce qu'ils ont prévu. C'est une impression qui n'est pas très sérieuse. On peut tout prendre, les choses incompréhensibles, avec de l'humour. Si quelque chose n'a pas fonctionné, il faut être un peu plus flexible. Mais pour moi, les gens qui sont proches de moi, ils sont comme des tanks. Ils sont absolument non flexibles, sans humour. Et ils voient seulement leur monde et pas les autres possibilités. Et moi, je comprends qu'avec ces gens-là, c'est très difficile de vivre. Il faut regarder le monde avec de l'humour et comprendre que la vie, c'est un jeu. Il y a des choses qu'on peut ne pas prévoir. Il faut être flexible dans la vie. En tout cas, moi, l'humour, ça m'aide à voir le monde. Ah, c'est intéressant. Donc, vous pensez que l'humour, c'est quelque chose d'universel? Oui. Quoique, l'humour, elle se différencie selon les mentalités, bien sûr, mais bien entendu, même en cela, on peut rire de choses d'autres,
parce que le monde n'est pas prévisible. Et maintenant, quels sont vos hobbies et intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? Ce que j'aime faire? Oi, oi, oi. Il y a beaucoup de choses que j'aime faire. J'ai déjà écrit que j'aime la couture, j'aime le tricot, j'ai même appris à coudre, j'ai appris le design moi-même. Le design, vous savez, le design d'habits, ça vide la psychologie. Quand je fais d'un petit résultat de couture, tu ne vois pas la totalité du résultat, mais je peux coudre en une petite période, en 2 soirées, un petit morceau de cet ensemble, et je suis fier de moi parce que j'ai fait un petit résultat. Et donc, je me sens mieux, je prends confiance en moi. Parce que parfois, c'est difficile de s'en sortir avec tout le travail. Et ça me permet de prendre confiance en moi, même pour des toutes petites choses. Et là, je comprends, je suis capable, donc je peux faire plus. C'est une décharge psychologique. J'aime aussi planter des fleurs, toutes les fleurs, mais ici en Allemagne, c'est difficile avec les fleurs dans les maisons, dans les appartements, à cause de l'humidité. Parce qu'il faut tout le temps ventiler, ouvrir les fenêtres, parce que si vous arrosez les fleurs, l'eau reste. Mais ici, j'ai réussi sur mon balcon. J'ai fait un vrai jardin. Et ça aussi, c'est un résultat. Tu fais quelque chose et tu vois le résultat. Ça aussi, ça me donne confiance en moi. Ce que je fais, je vois que ce que je fais, ça m'inspire à faire quelque chose d'encore plus. Donc pour moi, c'est important, c'est ces tout petits pas que tu fais. Comme disent les psychologues, tu fais un petit pas en avant et après tu fais plus. Pour moi, faire tous ces petits pas, c'est ma passion. Et tu n'obtiens pas tout de suite quelque chose de grand, mais pour moi, c'est le voir les résultats. Et ici, en ce moment, je m'occupe de l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, ça me plaît beaucoup. Au travail, ça aide beaucoup. Vous savez, l'intelligence artificielle. Par exemple, pour apprendre les langues, c'est très bien. Et aussi pour soi-même, c'est intéressant. Là aussi, on voit des petits résultats. Quand tu donnes des toutes petites questions, tu peux corriger et après tu vois un résultat au final qui est vraiment classe. Et ça peut être quelque chose que tu n'attendais absolument pas, mais en tout cas, ça donne des résultats. Vous avez un exemple à nous donner où vous avez utilisé l'intelligence artificielle dans votre vie? Oui, bien sûr. Pour le travail, je l'utilise. Parfois, il y a des situations quand le prof principal ne vient pas à l'école et le matériel que j'ai n'est pas suffisant parce que le prof principal, il a tout. Alors là, j'utilise l'intelligence artificielle pour expliquer aux enfants. Parfois, il y a des fois des questions de grammaire, de nuances qu'il faut leur montrer et expliquer. Je ne peux pas dire que j'ai beaucoup de réserves lexicales ou vocabulaire en allemand, donc j'utilise l'intelligence artificielle. Et aussi les dessins. J'utilise les dessins aussi pour expliquer, et je fais des dessins, et aussi pour moi-même. Et pour mes filles. D'accord, parfait. Vous avez beaucoup voyagé en Europe. Par exemple, vous êtes déjà allé en France, en Amérique? Dans quel pays vous êtes allé? En Amérique, je ne suis pas allé. J'ai l'impression que depuis que je suis toute petite, j'étais prête à l'immigration. Parce que la première chose qui s'est passée dans ma vie, c'est Tchernobyl. J'avais 6 ans à l'époque, je crois, et ils nous ont envoyés en France. J'étais en France, là j'avais 11 ans, et j'étais aussi en Lettonie.
Et ensuite, mon travail, quand j'allais au travail, c'était relié avec les voyages d'affaires en Ukraine. J'ai beaucoup été en Ukraine, en Russie aussi. On partait en Russie. Donc pour cela, j'ai beaucoup voyagé. Mais on ne peut pas appeler ça des voyages, mais ici en Allemagne, quand j'ai du temps, j'essaye de voyager, soit des excursions locales, ou alors simplement aller toute seule, aller à Berlin. Je suis allée toute seule à Berlin avec l'aide d'Internet. Et aussi en vacances, on est allé en Espagne. Il y a encore beaucoup d'endroits où je dois voyager, vous savez. Mais comme l'Allemagne donne cette possibilité, en principe, je pense que je vais y arriver. Du point de vue finance, je parle. Vous avez vraiment un caractère très positif. Est-ce que c'est relié avec la guerre? On peut dire que c'est la guerre qui vous a beaucoup changé votre caractère? Ou de quelle manière la guerre a changé votre caractère ou votre vie? La guerre m'a changé de façon cardinale. Vous savez, je peux dire les choses suivantes. La guerre probablement m'a appris à utiliser les connaissances que j'avais autrefois. Parce que j'ai beaucoup lu autrefois Michael Roger, le management karmicheski, et j'ai écouté aussi des vidéos et que j'utilise. Nicolas Lazareva, vous savez, c'est tout sur la spiritualité, simplement qui explique que l'homme n'est pas seulement du matériel, de l'argent et des choses, et qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, vers lequel nous nous dirigeons. Et ces connaissances qui étaient en moi, probablement elles dormaient, elles étaient en dormance. Et ici en Allemagne, après la guerre, je suis venu en Allemagne et il a fallu que j'utilise toutes ces connaissances qui dormaient en moi. Je suis devenu plus flexible. Et tous ces principes que j'avais avant, j'ai compris que je pouvais tout faire, je sais faire. Et comment je peux le faire? Alors qu'ici, j'ai commencé à faire confiance en moi. Je suis devenu plus flexible sur le plan de la pensée, on peut dire. Oui, absolument. Donc, il y a eu beaucoup de choses négatives en rapport avec la guerre. Et je veux dire que je remarque aussi les choses positives. Il y a des choses qui ont changé et je pense que c'est vraiment classe. Tout ce qui dormait en moi, maintenant, elle a simplement, comme une fontaine, elle est sortie de moi. Le négatif, c'est que ma grand-mère disait toujours, à propos des réserves, mes deux grands-mères ont vécu la guerre, vous savez, la Deuxième Guerre mondiale. Et mes deux grands-mères, elles disaient, tu dois toujours avoir des réserves. Il faut du savon, du sel et des bougies, des allumettes. Vous savez, moi, j'ai jamais pensé que j'allais vivre leur expérience, moi, dans ma vie. Et j'ouvre le placard et je ne mange pas de pâtes, vous savez, mais j'ai des pâtes en réserve. Je pense que c'est dommage parce qu'on a vécu la faim. On n'est pas rendu au point où on avait la faim, mais on a senti arriver parce qu'on n'avait plus de produits alimentaires. Vous savez, j'ai une grande famille là où je vivais, à Tchernigov, et on voyait les produits alimentaires qui manquaient. Il y a des gens qui passaient, qui demandaient de la farine. Et vous savez, mon frère, il faisait des réserves. On donnait à les gens autour de nous pour qu'ils puissent faire du pain. Et là, j'ai pensé, je ne veux pas que mes enfants aient faim.
Alors j'ai commencé à acheter et à conserver des choses en réserve. On n'avait pas de place, mais tout était rempli de produits alimentaires. On disait qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et même dans la cave, on gardait des réserves. Donc ça, je pense que c'est un peu une expérience négative. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile de lâcher ça. Tu vis cela pour tes enfants et quand tu vois comment tout ça se passe avec tes enfants, c'est vraiment effrayant. D'accord. Très intéressant, votre interview, Ludmila, vraiment extraordinaire. Et c'est tellement mieux que votre profil. Pour moi, c'est tout. Voulez-vous rajouter quelque chose d'important? Ou si l'homme veut savoir plus, il peut s'inscrire et parler avec vous? Mais c'était vraiment fantastique, tout ce que vous avez parlé. C'était très intéressant, je trouve. Je veux simplement dire la seule chose, les gens doivent se parler, c'est-à-dire plus parler, échanger. Par exemple, nous, les enfants ukrainiens, on leur a appris ce que tu ressens, tu ne le dis pas. Et ça, c'est vraiment une place que je n'aime pas. Il faut expliquer ce que tu ressens. Il faut le sentir et le parler. Et parler comment on se sent. Et ça, c'est la chose principale que je peux dire. Il faut que vous parliez. L'homme et la femme doivent se parler. Il faut trouver entre nous deux un point où on se touche parce que nos cultures sont différentes, nos pensées sont différentes. Je regarde à mes collègues, par exemple, je ne pense pas comme eux. Je prépare par exemple les mathématiques. Chez eux, c'est différent. Nous, on nous a appris même de penser d'une façon différente qu'en Allemagne. Et si on parle, on peut trouver des points communs, des points où on se rejoint. Parce qu'on peut se vexer, ne pas dire, garder pour soi. Et alors là, ça ne permet pas d'avancer. La discussion, c'est vraiment le plus important qu'il faut. Il faut aller frapper à la porte. Et aussi, je pense que quand l'homme et la femme sont des cultures différentes, quand ils sont ensemble, la vie est 2 fois plus intéressante parce que ça élargit le monde dans la famille. Et pour les enfants aussi, parce que les enfants voient 2 façons de voir le monde, chez leur père et chez leur mère. Oui, ça peut être très positif si c'est bien fait. Merci beaucoup, Ludmila. Superbe entrevue avec vous. Merci, Antoine. Je vous souhaite du succès dans votre future recherche et j'espère que cette vidéo va vous aider. Merci.